Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le débrief. La CENSAD, ou Communauté des États sahélo-sahariens, s'est réunie voici quelques jours à N'Djamena au Tchad. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de cette communauté, regroupement 29 pays, se sont retrouvés après une longue absence, une quasi-léthargie depuis plusieurs années en quelque sorte. Les États membres ont abordé les crises en Libye et au Soudan, appelant à une transition pacifique dans ce pays. L'ordre du jour de cette réunion était articulé autour de deux points principaux. Trouver un pays d'accueil au siège de l'organisation qui n'en a pas depuis l'éclatement de la crise en Libye et nommer un nouvel exécutif. Le Niger a été reconduit au poste qu'il occupait déjà de secrétaire exécutif et le Maroc occupera la fonction de secrétaire exécutif adjoint. À cette occasion, le roi Mohamed VI a adressé un discours aux participants évoquant en plus, bien évidemment, de la question de la sécurité et de la lutte contre l'extrémisme, les problématiques de développement, de migration, des jeunes et d'agriculture. Nous y reviendrons avec nos invités. En seconde partie, après la pause, nous irons encore une fois en Algérie où chaque semaine apporte son lot de nouvelles informations et de nouveaux développements. Ainsi, alors que le président par intérim, Abdelkader Ben Saleh, peine à réunir les partis et autres forces politiques autour de lui pour la présidentielle du 4 juillet, la justice multiplie les arrestations d'anciens caciques du clan présidentiel déchu. Et il reste la grande inconnue de l'armée. Le général Gaïd Saleh a haussé le ton en début de semaine, plaçant l'armée au centre du jeu et menaçant les refusniks, arguant d'une mentalité complotiste qui est la marque de fabrique du pouvoir algérien. Nous débattrons de ces deux thèmes avec nos invités. Naïm Kamal, vous êtes directeur de Quid.ma. Je commence par vous parce que vous êtes un habitué. Contrairement à Hafid Boutaleb, bienvenue, c'est la première fois qu'il vient chez nous. C'est un reproche? Merci. C'est pas du tout un reproche, au contraire, c'est un compliment et il vous rejoindra après. Merci. Donc vous êtes expert en relations internationales et vous êtes aussi membre de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Tout à fait. C'est bien ça. C'est bien ça. Merci à vous d'être avec nous. On y va. La CENSAD, ce sont donc 29 pays, 1000 milliards de dollars de PIB cumulés et un grand nombre de programmes liés à la sécurité, au développement et à la migration. Longtemps en hibernation après la crise libyenne qui remonte à plusieurs années, la CENSAD a tenu la semaine dernière sa première réunion depuis 2013. Alors, on y va directement. Hafid Boutaleb, c'est quoi la CENSAD? Que veut dire d'abord l'acronyme CENSAD et qu'est-ce que c'est que la CENSAD? Donc, c'est la communauté des États sahélo-sahariens, mais l'acronyme, effectivement, c'est particulier, est tiré de, pour une première fois, est tiré de l'arabe. C'est les premières lettres des deux mots, Sahel ou Sahara, donc Sin ou Sad, donc qui sont prononcés. C'est simplement que ça? Oui, c'est simplement ça. Donc, c'est un acronyme qui veut rien dire en français? C'était une des principales demandes du guide déchu, donc Muammar Kadhafi, en 1998, qui, on le sait, était principalement arabophone, a demandé à ce que les deux principales premières lettres des deux mots en arabe soient l'acronyme de l'organisation. Vous saviez ça? Non. Voilà. Sin, Sad, Sahel ou Sahara. Voilà, Sahel, Sahara. Et c'est une organisation effectivement qui a beaucoup évolué depuis 1998 lorsqu'elle a été créée à Sirte, donc en Libye. C'est une organisation, comme vous l'avez souligné, qui regroupe quand même 29 pays. C'est une des 8 communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine, donc qui sont ces piliers sur lesquels se construit l'organisation continentale. Vous avez dit 1000 milliards de dollars de PIB, mais j'ajouterai 600 millions d'habitants. Donc c'est la moitié des habitants du continent. Dont le tiers sont au Nigeria, ce pays géant. Il suffit de rajouter à une organisation. Au PIB cumulé et à la population cumulée aussi. Exactement. Le tiers de 600 millions. Le tiers de 600 millions. Non, parce que vous parlez du continent africain. Non, le tiers de l'organisation. La moitié du continent de la population africaine et le tiers de la population nigériane. Dans le Nigeria et le tiers du CENSAD. Voilà, exactement. Et c'est 14 millions de kilomètres carrés. Donc c'est immense. Ce serait la deuxième. Ça va de la mer Rouge à l'Atlantique. À l'Atlantique, effectivement. Donc, effectivement, tout ça fait que cette communauté-là a un rôle considérable à jouer. Aujourd'hui, après un long sommeil, et grâce à l'initiative conjointe du Maroc et du Tchad, l'organisation est en train de sortir de sa léthargie. Et effectivement, aujourd'hui, elle est appelée à jouer un rôle considérable, majeur. Et le Maroc, au sein de cette organisation, on le sait maintenant, avec la nomination du président, de la vice-présidence ou du secrétaire exécutif conjoint adjoint qui sera bientôt connu, mais qui n'est pas encore, et qui est marocain. Donc le Maroc est appelé aussi à jouer un rôle considérable. Donc on a attribué la fonction au Maroc, mais on n'a pas encore le titulaire. Tout à fait, exactement. Exactement. Et je rappelle aussi que c'est une organisation qui est à cheval sur 4 autres organisations régionales. C'est une des seules
à être, c'est la seule qui est à être C'est transrégionale. ce qu'a dit le roi dans voilà. dans son discours. On y reviendra. Alors, Naïm Kamal, cette région-là de la Seine-Saad est confrontée à des problèmes, pas mal de problèmes, dont certains aigus, comme ceux du Soudan et au conflit armé qui démarre malheureusement en Libye. Est-ce que vous pensez que la Seine-Saad est outillée pour régler ces problèmes? Elle a appelé au calme pour la Libye, à la transition pacifique au en Soudan, mais bon, au-delà du vœu pieux. pouvoir civil, etc. Voilà. Enfin, le retour au pouvoir civil, c'est une façon de dire. Truc habituel, mais enfin bon, au-delà du vœu pieux, est-ce que la Seine-Saad a les moyens de réagir ou d'agir? On va dire potentiellement. Je crois que les atouts de la Seine-Saad ont été listés par notre ami Boutaleb, et je crois qu'auparavant, il faudrait la faire revivre. Il ne faut jamais oublier que cette organisation transrégionale a été créée, comme beaucoup de choses en Afrique à une certaine époque, d'une Libye de Kadhafi. C'était un moment où il se trouvait en difficulté au sein de l'OEA, où on n'arrivait pas encore à le suivre pour l'Union africaine, parce que ça a été dit, c'est quand même 29 États. C'est plus que la moitié de l'Union africaine. Et que, à partir de là, elle avait les travers, elle portait en elle, ou colportait en elle-même les travers de sa création à partir de Libye. Aujourd'hui, d'abord en 2013, puis au dernier sommet de N'Djamena, où il est question de la faire revivre justement pour qu'elle soit opérationnelle et efficace dans une zone qui est très intéressée par les conflits et par l'insécurité. On est dans la zone sahélo-sahélienne, nous avons le Sahel, nous avons la Libye, nous avons le désert algérien, nous avons le Niger, c'est-à-dire... pardon ? L'Atlantique ? Oui, nous avons une zone bouillonnante où les conflits se multiplient, qui est candidate à l'explosion générale. Donc, il va falloir pouvoir agir vite. Je crois que, et je vais pouvoir les énumérer, dans son message, le roi Mohamed VI a tracé 5 axes pour que cette organisation, dont il est désormais vice-président du secrétaire exécutif adjoint, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a demandé le renforcement de l'efficacité des structures et l'opérationnalité, plutôt l'efficience des structures de la Seine-Saad, l'élaboration, parce qu'on en est encore au stade de l'élaboration, d'une stratégie de lutte commune contre le terrorisme et l'insécurité, qui est l'une des principales, sinon la principale à l'heure actuelle de ces missions, l'opérationnalisation de la stratégie de sécurité et de développement, élaboration d'une politique commune sur la sécurité des frontières avec adoption d'un plan d'action opérationnel, et donc afin que cette organisation puisse devenir réellement un instrument ou un outil de résolution des conflits dans la région, sachant que cette région n'est pas à l'abri, loin s'en faut, des interventions extra-africaines. On sait que c'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas. On sait que les Américains sont installés. Les Américains sont déjà installés. La France y est impliquée. Et donc, c'est un jeu qui se fait également à l'échelle internationale. D'où la nécessité de faire... Parce que, contrairement à l'Union africaine qui est plus globale, le Seine-Saad pourrait, s'il est structuré tel que l'a prévu, l'a programmé Mohamed VI, de devenir, grâce à sa proximité, un outil vraiment de limitation des ambitions extra-africaines. Et c'est une condition sine qua non pour qu'on puisse vraiment dire ou prétendre à ce que le Seine-Saad devient un outil de résolution des conflits et de maintien de la sécurité, de la stabilité et de la paix dans la région.
Alors, vous avez cité les différentes problématiques qu'a décrites le roi, donc dans son message, sachant qu'en 2013, la communauté était une communauté de lutte contre la désertification, la sécheresse, le changement climatique. Donc là, on n'est pas tellement dans l'économie. Et là, de 2013 à 2019, bon, il s'est pratiquement rien passé. Puis en 2019, Hafid Boutaleb, il y a eu cette réunion, donc qui a été faite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'initiative conjointe du Maroc et du Tchad. Est-ce que vous pensez que maintenant, avec ce que vient de décrire Naïm sur les implantations de puissances étrangères ici, est-ce que vous pensez que le Maroc et ses 28 autres pays ont les moyens véritablement de relever les différents défis de jeunesse, de migration, au-delà de la lutte contre l'insécurité? Est-ce qu'ils sont outillés? Est-ce que ça ne va pas faire doublon avec les autres organismes? Oui, bien sûr que les pays membres de la CENSAD sont outillés aujourd'hui. L'essentiel, c'est de coordonner l'action de ces pays. Et la CENSAD, c'est un cadre idoine pour pouvoir coordonner ces actions-là. Vous avez parlé de désertification jusqu'en 2013, effectivement. À partir de 1998, les États fondateurs qui sont la Libye, le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ces pays-là avaient comme problématique principale la désertification. Donc c'est un objectif principalement écologique, stress hydrique, désertification. On sait tout ça dans le cadre du réchauffement climatique, la situation internationale globale de la planète. Mais aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'en plus de ces problématiques majeures, il y a aussi l'aspect sécuritaire qui s'est aggravé depuis effectivement la guerre civile en Libye en 2011, aussi par des attaques, on se souvient, à Ain Amenas en 2013 sur le champ gazier à l'est de l'Algérie. Le Mali, on voit tristement ce qui se passe, des affrontements interethniques entre Dogon et Peul, qui aussi ont été répertoriés dans d'autres pays, notamment au Burkina. Il y a donc ces deux ethnies que j'ai citées sont transfrontalières et ces massacres pourraient être répercutés par ailleurs. On ne le souhaite pas, bien évidemment. Il y a les interventions à partir de 2013, l'opération Serval en 2012, et puis l'intervention Barkhane, voilà, de la France au Mali à partir de 2013, où plusieurs officiers français ont fait état de ce flou dans lequel ils sont. Avec tout ça, est-ce qu'il y a le temps de penser au développement avec tous ces problèmes qu'il y a, avec pas mal de personnes qui sont là, pas mal d'armées, de conflits ethniques, interethniques? La question première, c'est le développement. Sans un ça, développement réel, est-ce qu'il y a le temps d'en parler? Les problèmes vont s'envenimer. La CENSAD a un bras financier. C'est la BCIS. C'est la banque du CENSAD qui a été créée dès 1998. On a là un instrument qu'il faudrait peut-être activer. Il faudrait revoir le tour de table et puis renforcer donc les capitaux propres. Voilà. Il faut aussi agir donc, de concert entre tous ces pays-là, mais aussi avec les puissances étrangères qui s'interviennent. Le CENSAD n'est pas là pour s'opposer. L'opération Barkhane est là, il faut agir de concert avec des puissances comme la France, les États-Unis. Il y a la caserne du monde, ce pays qui est membre de la CENSAD, Djibouti, qu'on appelle aujourd'hui la caserne du monde. Dans lequel il y a aussi les Chinois, les militaires chinois qui sont installés là-bas. Et d'autres puissances. Donc tout ça, aujourd'hui, le cadre de la CENSAD est beaucoup plus approprié à ce contexte, plus que ne peut l'être l'Union africaine. Mais il ne faut pas aussi opposer ces deux organisations. L'Union africaine s'assoit sur des piliers qui sont les organisations régionales. Ces piliers-là sont fondamentaux pour son action, pour pouvoir affiner son action de manière plus granulaire. Voilà, exactement. On ne va pas tout concentrer à Addis Abeba. Et puis, aussi, surtout, les contextes ne sont pas les mêmes. Le contexte de l'Afrique australe n'est pas le même que le contexte de la région des Grands Lacs et n'est pas le même que celui des pays du Sahel et du Sahara. Alors, justement, comment le Maroc peut concilier? Il a une fonction importante désormais à la CENSAD. Il a de plus en plus de responsabilités au sein de l'Union africaine. Vous parlez de sous-traité Naïm, donc Hafid Boutaleb. Comment le Maroc peut-il concilier un peu les deux choses sans qu'il y ait doublon, sans qu'il y ait chevauchement entre les deux? Bon, il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait chevauchement. Hein. L'essentiel, c'est qu'il y ait des résultats. L'objectif, ce n'est pas de s'enfermer dans une... Ça peut se concevoir dans le cadre d'une complémentarité. Exactement. Je l'ai suggéré tout à l'heure, c'est de dire que l'Union africaine peut
délégué à la Sensad, qui est quand même on va dire une sous-organisation, Oui, ou une reconnue par l'Union organisation africaine. sous-régionale Reconnue. de l'Union africaine, de lui confier, en raison précisément de sa proximité et d'être la première concernée par ce qui se passe dans cette région, d'être vraiment l'outil direct de résolution des conflits et des problèmes. C'est faisable. Parce que vous savez, si Aziz, l'objectif, ce n'est pas de coller au statut. L'objectif, c'est d'avoir des organisations fonctionnelles, d'avoir un appareil qui fonctionne. Voilà. Donc, si effectivement on se retrouve dans un cadre qui fonctionne, il faut le privilégier. Si plus tard on se rend compte qu'un autre cadre est plus adapté, c'est ce qu'il faut privilégier. Donc, c'est plus de réel politique. Le cadre global, ça reste l'Union africaine, cette identité qui nous lie tous de Tanger jusqu'à Cape Town. Mais sur le terrain, effectivement, il faut opter pour l'opérationnalité. Et le Sensad, aujourd'hui, vu le contexte régional, c'est un cadre qui s'adapte particulièrement. Alors le Maroc se met dans la position où il serait quelque part un interlocuteur, disons de poids face aux différentes puissances étrangères qui sont en train de s'implanter, donc au niveau de l'économie et au niveau aussi de la lutte. Est-ce que, selon vous, le Maroc a les moyens de ces négociations, enfin les moyens de négocier avec toutes ces puissances qui sont là, et qui sont là aussi bien pour la lutte contre le terrorisme, donc pour des questions sécuritaires, que pour des questions économiques. Je pose la question à Naïm parce que, encore une fois, c'est le prolongement de la question que j'ai posée à Hafid, sur le fait qu'il est sur plusieurs organismes en même temps. Est-ce que vous pensez que ça l'expose, en fait? On n'est pas dans l'incompatibilité, l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, l'un peut renforcer l'autre. C'est-à-dire le fait déjà de se trouver sur les lieux, d'être déjà agissant et actif, ou même très actif à tous les niveaux d'action, est plutôt un atout qu'un désavantage. Donc, il y a possibilité de faire. Il y a aussi cette mission qui est très, très difficile, très ardue, mais qui est nécessaire, c'est-à-dire c'est d'expliquer l'intérêt bien compris des parties prenantes dans le conflit de la région. Ça a été dit, il y a, et c'est là où réside le vrai problème, c'est la présence extra-africaine, c'est la présence américaine, c'est la présence française, c'est la présence allemande, c'est la présence pour la chinoise, sécurité, pour la sécurité, vous avez les Français et les Américains, et puis pour l'économie, vous avez le monde. Le problème dans ces interventions, ce n'est pas du fait qu'elles se fassent. On est dans un monde globalisé et on ne peut pas vraiment empêcher des puissances d'intervenir. C'est qu'ils interviennent dans la rivalité déjà. Il y a une concurrence, une course sur un pactole. C'était bien ça le sens profond de ma question, enfin le sens. Oui, mais c'est ça. Voilà, c'est dans cette rivalité où se situe le fond du problème. C'est-à-dire comment concilier les intérêts des Chinois, des Russes, des Américains, parce que les Russes aussi reviennent, et des autres puissances économiques et militaires du monde. Si on n'arrive pas à concilier leurs intérêts, parce qu'ils sont là, il faut en tenir compte, on n'a pas la force ni économique ni militaire de s'y opposer frontalement, c'est-à-dire d'essayer de trouver le meilleur terrain d'entente possible. Et je crois qu'en matière de compromis, le Maroc a une longue histoire, presque multiséculaire. Alors, la question couvée depuis longtemps, puisque depuis longtemps vous parlez de ça. Le roi a parlé d'un groupement transrégional de 29 pays. Donc forcément, les problèmes que peuvent avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va de la mer Rouge à l'Atlantique. Les problèmes que peuvent avoir la Somalie et le Soudan ne sont pas les mêmes que ceux de l'autre côté. Comment faire pour faire de ces points de divergence des points de convergence, voire même d'opulence? Comment faire pour concilier des intérêts? Quand on parle de la sécurité au Sahel, ça ne parle pas particulièrement à des pays qui seraient concernés, par exemple la Côte d'Ivoire, par exemple le Bénin. Quand on parle du problème de... Donc comment concilier tout ça? Comment vous voyez les choses? C'est un vaste programme, c'est avec beaucoup de patience d'abord. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? À première vue, non. Mais si on dit non, on ne fait plus rien. On fait rien, ouais. Donc, il va falloir faire, y aller tout de même. C'est ce que fait le Maroc. En y allant, il connaît l'état des lieux. Il n'est pas dupe.
mais il sait qu'il y a une forme de volontarisme qui doit accompagner toutes les actions. C'est de rester actif et d'être en permanence là. C'est essayer de dégager les dénominateurs communs entre tous les intérêts dans la région et essayer de les mettre précisément en partage entre les régions et de laisser de côté tout ce qui peut être source de dissension. C'est idéaliste ce que je dis, c'est pratiquement utopique, mais il faut tenter, il faut essayer, il ne faut pas désespérer. Il y aurait peut-être une autre idée, Hafid, c'est d'éclater un peu la CNSAD, de la CND en sous-région, un peu comme ce qui est fait... On revient aux organisations voilà. sous-régionales. Ça va encore plus diluer l'action. Il faut suivre déjà les thématiques qui sont communes, parce que c'est vrai que ce qui se passe en Somalie, c'est les problématiques dans la Corne de l'Afrique, ce n'est pas les mêmes qu'à l'ouest de la région du CNSAD. Mais il y a des problématiques communes. La première, c'est effectivement la sécurité. Parce que si on prend l'histoire, le terrorisme, il ne frappe que principalement les pays de la CNSAD. Il n'y a quasiment pas de terrorisme en Afrique australe et dans la région des Grands Lacs, mis à part peut-être quelques actes, notamment à Nairobi en 98. Mais le terrorisme, c'est principalement le siège des Nations Unies. Mais ça, c'était épisodique. Congo, on sait où frappe le terrorisme. C'est vrai que le Kenya est quand même principalement victime, mais le terrorisme frappe principalement ces pays de la CNSAD. Donc la sécurité, il y a aussi les migrations. On voit rarement des gens venant d'Afrique du Sud pour émigrer en Europe. C'est principalement les pays de la CNSAD. C'est loin aussi. Voilà, c'est loin. Donc l'immigration, c'est une question fondamentale. Et il y a eu ce pacte de Marrakech pour l'immigration qui, en plus, a abouti à la création d'un observatoire de migration qui sera à Rabat, donc ce qui donne encore plus de force à l'action du Maroc, aux propositions du Maroc pour effectivement faire face aux flux migratoires. Et on le sait que Sa Majesté avait rappelé, les flux migratoires sont principalement intra-africains. Donc le CNSAD, c'est un cadre effectivement pour faire face à ces flux migratoires intra-africains. Et il y a un troisième point qui, pour le coup, peut-être ne réunit pas l'intégralité des pays du CNSAD, mais il réunit la grande majorité, c'est l'écologie. Il faut en parler. La désertification, c'est une catastrophe. C'est une réalité. Le stress hydrique. Regardez les projections des Nations Unies. Ce ne sont pas les pays émetteurs de CO2 qui seront les premiers à assumer les conséquences du réchauffement climatique. Ce sont les pays les moins développés, notamment les pays du Sahel et du Sahara. Et aujourd'hui, il faut absolument mettre un cadre pour faire face à ces problématiques qui vont en plus s'accroître avec le temps, le réchauffement climatique, etc. Si je peux donner un chiffre rapidement, certaines villes d'Afrique vont avoir 6 à 7 degrés de plus d'ici 2100. Déjà qu'il fait très très chaud dans certaines villes, qui sont à 40 degrés en moyenne. Imaginez quelle sera leur situation d'ici la fin du siècle. Tout à fait. Naïm ? Non, c'est-à-dire, aussi parce qu'au CNSAD, c'est comment éviter qu'il y a beaucoup de pays qui sont candidats à devenir des États faillis, comme la Somalie, ou plutôt à l'instar de... Voilà, à l'instar de la Somalie. À l'instar de la Somalie. Et il y a beaucoup de pays candidats à le devenir, et dans la fragilité des structures étatiques est telle que, et sécuritaire, est telle que on peut se trouver dans, on va dire la Somalie puissance 20. Puissance 10, puissance 15. Il y a un certain nombre. Le Mali est dans le risque. Pardon ? Au Mali, ça commence. Ça commence. Donc, on est dans ce sens. C'est d'ailleurs d'abord l'urgence, parce que dès qu'un État devient failli, regardez la Somalie, ça fait 30 ans ou plus que ça dure. Dès qu'un État devient failli, ça devient insoluble. Ça devient pratiquement, la reconstruction demandera plus d'un siècle. Refaire un État, reconstituer le ciment d'un peuple, etc. C'est tellement compliqué que l'urgence aujourd'hui, c'est d'éviter à ces pays de devenir ce que est devenue la Somalie. Très bien, c'est la fin de la première partie, on se retrouve tout de suite.
Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie du débrief où nous discutons de la Sensat avant d'aller en Algérie. Et nous en discutons pour ceux qui nous rejoignent avec Naïm Kamal de Quid.ma et Hafid Boutaleb de l'Institut marocain des relations internationales et expert en relations internationales. On était en train de parler juste avant la pause de la Sensat et avant d'aller en Algérie, je vais vous poser une question de transition entre les deux thèmes. Pourquoi l'Algérie, qui est quand même au cœur du Sahel, n'est-elle pas membre de la Sensat ou du Sensad, puisque c'est une transcription de l'arabe. Bon, ça remonte à loin quand même, hein. C'était en 98. L'Algérie a souhaité que le Polisario fasse partie. Ce que le guide Muammar Kadhafi n'a pas accepté. Bon, par conséquent, l'Algérie a joué la chaise vide, l'option de la chaise vide. C'est aussi simple que ça, c'était pour ça. Pourtant, oui, peut-être pas uniquement. Pas uniquement. Parfois, vous savez... Un élément d'explication Non, c'est peut-être un peu plus complexe. D'abord, en 1998, il faut oublier que l'Algérie est encore en pleine guerre civile. Oui, effectivement. L'Algérie elle-même est dans des difficultés internes. C'était un an avant l'arrivée de Bouteflika. De Bouteflika, qui va arriver en 1999. Et donc, mais on est également vers la fin de la guerre civile. À l'époque, c'était Yamin Zaloual à la manœuvre. Une guerre civile qui va rester et demeurer jusqu'à aujourd'hui de manière résiduelle. En même temps, il ne faut jamais oublier qu'il y a une rivalité sur la région. Kadhafi se prétendait comme le concurrent direct, le candidat direct au leadership dans cette région. Et dès que l'Algérie voit quelque chose, enfin l'Algérie, on parle bien sûr du pouvoir algérien, voit qu'il y a une initiative qui lui échappe, et sous prétexte que lui et son armée sont concentrés sur la défense de l'Algérie et pas autre chose, alors qu'on sait qu'elle fait de l'ingérence partout, elle s'abstient. Donc elle se considère, de par sa superficie, de par ses ressources économiques, enfin, on va dire ses ressources minières, souterraines, du sous-sol, de par son histoire révolutionnaire, etc., comme un dépositaire de toute action et de tout... Un incontournable. Hein? Un incontournable. Un incontournable, et en se disant que si je n'y vais pas, il n'y aura rien. Voilà, c'est ça. Que pourrait Kadhafi, que pourrait le Tchad, que pourrait le Mali, sachant que par ailleurs, Kadhafi avait des problèmes, le passif historique au Tchad, le passif historique avec de nombreux pays, et tout ça avait en sorte que, dans une conjoncture toute particulière, celle des années 90, des années 2000, qui préparait le pseudo-printemps arabe. Déjà, si on fait une revue rétrospective, on peut voir déjà les prémices de ce qui se préparait, et certains n'étaient pas dupes. À partir de là, il fallait paralyser cette instance, et l'Algérie a préféré s'abstenir. Très bien, on va rester en Algérie, on passe donc à notre second thème. Nous en sommes donc au 10e vendredi de contestation et la rue tient bon. Elle tient bon en effet parce que face aux vaines tentatives du chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, de regrouper autour de lui des forces politiques en vue des élections de juillet, et face aussi aux menaces à peine voilées du général Ahmed Gaïd Salah en début de semaine, on ne sait plus trop ce qui viendra de cette révolution algérienne. Alors, ce qui commence à se dire, c'est que le général Gaïd Salah, quelque part, agace. Il parle de constitution, il parle d'élection, il parle de justice, il félicite la justice, il félicite le peuple. Mais quelque part, Naïm, la rue algérienne semble s'être habituée un petit peu à ces discours du mardi à chaque fois dans une région. Et ce que ça montre, c'est que l'armée est de plus en plus aux commandes. Vous en pensez quoi? D'abord, il faut avoir eu un jour des doutes sur le fait que l'armée est aux commandes en Algérie. Moi, je dirais... C'était pas clair, mais enfin maintenant c'est très clair. Non, voilà. C'était tout aussi clair. On sait que Bouteflika, lui, c'est l'armée qui l'a mis là-bas. Zarou l'a mis depuis toujours, ça, on le savait. Il y a toujours eu des généraux. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que cette armée qui s'est dite neutre en matière politique, qui a déclaré avoir réintégré les casernes et de n'être là que pour la défense de l'intégrité et de la sécurité extérieure et frontalière de l'Algérie, est contrainte de se dévoiler. Et l'actuel mouvement
de contestation, de protestation, parce que je n'arrive pas encore vraiment à le qualifier de révolution, parce qu'il peut se muer en mouvement révolutionnaire. Et ça serait très beau s'il pouvait se muer en mouvement révolutionnaire sans martyr. Parce que c'est beau une révolution sans martyr. Ça s'est jamais vu. On en parlait à une émission précédente. Oui, à part les pays de l'Est. Mais c'est-à-dire que, je parle du tiers-monde, c'est-à-dire que chaque fois. Donc ça serait vraiment très bien. Maintenant, Gaïd Salah, par la force des choses, s'est trouvé là. Et il a essayé de jouer un jeu, d'abord de ne pas paraître. Alors que chacun sait que l'armée est la détentrice du réel pouvoir. La rue algérienne le sait. Le fameux slogan Chab, le Jish, Khawa Khawa, ça veut dire ça, c'est-à-dire nous sommes copains, on va s'arranger. Mais c'est aussi un peu par prudence, avec, parce qu'ils savent pas. Sous la contrainte de la rue, progressivement, chaque fois, chaque jour, le porte-parole de l'armée, au fond, c'est ça qui est devenu le chef d'État de fait en Algérie, Gaïd Salah. Il est devenu... On n'entend pas Ben Saleh? Non, on ne va pas l'entendre, on ne l'entendra jamais. C'est juste un postiche qui a été placé, là pour simuler le jeu constitutionnel. Mais on le sait parce que l'armée essaie de garder ce cadre constitutionnel d'abord pour ne pas se mettre au banc des sociétés et ensuite pour essayer de sauver sa propre unité. Parce qu'elle-même n'est pas sûre, et Gaïd Salah le sait mieux que quiconque, n'est pas vraiment homogène en perspective, face à la solution qu'il faudrait à l'Algérie d'aujourd'hui. On est en train de juger des gens, on est en train d'envoyer des boucs émissaires, de les jeter en pâture à la justice et à la vox populi. Mais tout le monde sait que les fortunes qui se sont faites, ils ont des ramifications dans la hiérarchie supérieure de l'armée, que rien ne pouvait se faire sans partage, que s'il y a vraiment une lutte contre la corruption, il devrait commencer dans les rangs de l'armée, dans les rangs des généraux, ceux qui sont à la retraite. C'est ce qui se dit maintenant, de plus en plus. Mais ça se dit timidement. Et ceux qui sont, c'est comme disait Colus, mais alors je ne l'ai pas dit très fort. C'est-à-dire, et se fait timidement. L'essentiel aujourd'hui, dans ce qui se passe en Algérie, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on l'a vu, on l'a déjà dit dans les précédentes émissions, c'est par réaction que l'armée est en train d'agir en Algérie. Il n'y a pas une vision claire de ce que va être le pouvoir en Algérie. Il y a eu plusieurs de ce que sera l'Algérie. Le discours du mardi. Alors, le dernier en date, on a vu un Gaïd Salah fanfaronnant, mettant en garde les opposants qui ont des positions préétablies, mettant en garde la population qui empêche le gouvernement et les ministres de se déployer sur le terrain, agitant un fantomatique complot international qui a recommencé en 2015 et dire qu'il faut garder le cadre constitutionnel qui a été déjà rendu caduc, on l'a dit ici, le jour où Bouteflika a dit je vais proroger ma présidence. Alors, je voudrais revenir... Allez-y, terminez votre phrase. Pour que je ne perde pas le fil. Oui. Alors, et on le voit juste le lendemain, quand il a vu la réaction, dire « Ah, je reste quand même ouvert, nous restons ouverts à d'autres propositions. » Et aujourd'hui, il y a même au sein de l'armée, il y a eu dernièrement Ben Hida, je crois, le général à la retraite, qui lui a envoyé une lettre ouverte pour lui dire « Laisse tomber cette mascarade du respect de la Constitution. La solution est politique. Il faut que ça... » Maintenant, il y a un problème. Qui sont les interlocuteurs en face? Jusqu'à aujourd'hui, on en est au 20e vendredi. Alors, attendez, on va rester avec Gaïd Salah avant de partir sur les interlocuteurs. Et je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Vous avez parlé d'hétérogénéité de l'armée. Vous avez parlé aussi de 2015. Or, en 2015, on le sait tous, en décembre 2015, le général Mediane Toufiq a été sèchement révoqué et le DRS dissous et rattaché à la présidence de la République. Donc, il y avait, à l'époque, c'était le grand amour, le fol amour entre Bouteflika et Gaïd Salah. Alors, maintenant, c'est les hommes de Bouteflika qui ont été révoqués, il a été rattaché à l'armée. Voilà. Et donc là, maintenant, est-ce qu'on peut penser, Hafid Boutaleb, est-ce qu'on peut penser à
une lutte, un combat des chefs, en fait, parce que Mdiane Taufer, il a été révoqué il y a 3 ans déjà, mais ce n'est pas pour autant qu'il a perdu son aura et son prestige et son pouvoir et sa puissance, puisque, on le sait, il a C'est Mdiane. Général Mdiane, oui. Mdiane. Vous avez entendu Non, Mdiane, non pas Mdiane, non, Général Voilà, parce Mdiane. que moi j'ai ma théorie là-dessus. Général Mais après, je Taufer, reviendrai. est-ce que vous après. pensez qu'il commence à y avoir une fissure au niveau de l'état-major, au niveau de la haute structure de l'armée, un combat des chefs finalement entre Ahmed Gaïd Saleh et... Oui, ça ne date pas d'hier. C'est clair maintenant. Effectivement, maintenant c'est clair. Et puis, vous savez, souvent c'est aussi des affinités régionales. Vous savez ce qui s'est passé récemment par rapport à l'ancien président Zerwal, qui a dénoncé, la veille de la démission de Abdelaziz Bouteflika, une main tendue par le général Medienne, le général de retraite Medienne, pour contrer, en réalité pour contrer Qaïd Saleh. Mais ce qui s'est passé, ce qu'on doit savoir, c'est que les deux sont de la même région, Qaïd Saleh et Lamine Zerwal. Les deux sont de la même région, donc il y a des affinités régionales aussi, il faut le savoir, au sein de l'armée. Alors, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi la lutte des clans à Alger entre l'ancien DRS, les responsables, les cadres de l'ancien DRS et les cadres proches de Qaïd Saleh. Vous savez, Qaïd Saleh, en janvier, il était à fond pour la reconduction, pour un 5e mandat de Bouteflika. Donc on sait très bien que ses premières prises de parole après le 22 février allaient dans ce sens. Voilà, on sait très bien que sa vision stratégique et que son sens de l'écoute de la rue est très faible. Parce que sinon, il n'aurait jamais accepté d'arriver dans cette situation. Et pas que lui, l'intégralité du gratin politique à Alger. Peut-être celui qui fait exception, c'est justement ce Medienne, qui a été écarté en 2015, qui a peut-être senti les choses, puisqu'il a voulu dès 2013... dès 2013 il était opposé au 4e mandat. Il a tenté un coup d'État contre, et c'est ce qui explique son éviction en 2015. Il a réellement tenté un putsch contre le président Bouteflika. Donc, il faut... Le seul à sentir, c'était Medienne, à sentir cette chaleur-là. Mais aujourd'hui, il est dépassé, puisque ça fait 3 ans, 4 ans qu'il n'est plus aux commandes, et ces relais ont été donc méthodiquement annihilés par le clan de Bouteflika et de Qaïd Saleh. Et aujourd'hui, comme l'a souligné Naïm Kamal, le DRS a été rattaché, après avoir été dissous, rattaché à la présidence. Maintenant que la présidence a été cassée, il a été rattaché directement à l'armée. Donc, bon, je ne pense pas qu'aujourd'hui, Mohamed Medienne, sauf surprise, mais puisse réellement avoir encore un impact sur les officiers. Mais au fond, malgré tout ça, on ne sait pas qui sont ces officiers natifs des années 70 et natifs de la fin des années 70 à fin des années 60, fin des années 70, qui aujourd'hui ont 40, 50 ans. On ne sait pas qui ils sont. Et peut-être sont-ils acquis au général Taufer. Mais tout cela, c'est des conjectures. Aujourd'hui, ce que moi je pourrais avancer par rapport à la situation en Algérie, c'est qu'il y a un problème de légitimité qui s'est vu dès 2019 pour le 5e mandat. On ne sait pas aujourd'hui quelle pourrait être la légitimité d'un président de l'Algérie. Jusqu'à 2019, tous les présidents étaient soit issus de l'armée, soit issus du mouvement national, de la résistance, de la révolution. Toujours. Ils ont toujours été adoubés de la présidence, de la révolution du 1er novembre. De toute façon, tous les présidents ont été des militaires, même Bouteflika. Non, Boudiaf n'était pas un militaire. Boudiaf et Ali Kafi, Ali Kafi n'a jamais été président, il a été président du collectif. Hafid Boutaleb, vous dites qu'ils n'ont pas tous été militaires, mais vous remarquerez que sur les noms qui ont été cités, Boudiaf, ils ne sont pas restés longtemps. Ils ne sont pas restés longtemps. Mais ceux qui sont restés longtemps, les militaires tirent leur légitimité de la révolution du 1er novembre 1954. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir avoir fait cette révolution, il faut avoir l'âge de Qaïd Saleh, il faut avoir 80 ans. Lui, il avait 17 ans quand ça a commencé, quand il a intégré les rangs de l'ALN, selon sa biographie. Donc, franchement, aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir un président tirant sa excusez-moi, on va laisser Naïm. C'est le problème de légitimité. On reste sur l'armée. Voilà, sur l'armée. L'armée, aujourd'hui, elle se retrouve en première ligne parce que c'est la seule institution réelle en Algérie. Il n'y a structurée, organisée. Il n'y a pas de tout est tombé comme un château de cartes, y compris le FLN. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'armée qui tire sa légitimité de la révolution. Oui. Donc tout ça, c'est léger pour avoir un président jeune, par exemple, qui n'est pas issu de l'armée. D'où va venir sa légitimité? On voit cette splendide révolution qui est en train d'imposer ça. Peut-être aujourd'hui, mais ça va prendre. On a essayé de mettre en orbite le Khalid
comment il s'appelle déjà, le général à la retraite qui s'est présenté. Non, Non, Zarwal. Non, pas Zarwal, non. Son nom va me revenir, le jeune, enfin jeune, 60 ans. Oui, Ghadiri. Ali Ghadiri. On a essayé de le mettre en Alors vous avez un point. Non, c'est-à-dire il faudrait savoir que dans la lutte, c'est d'abord Mdine qui a fait Bouteflika. Avec les autres, bien sûr, avec les autres généraux. Une sorte de conseil national de l'armée qui se réunit, qui fait et défait les présidents. Juste une précision pour les téléspectateurs. Général Mziane Toufiq a été nommé à la tête du DRS en 1992. C'est avec le coup d'État contre Chedli Benjdi. 7 ans avant l'arrivée de Bouteflika, lequel Bouteflika a nommé Ahmed Gaïd Saleh patron de l'armée, enfin de l'état-major, en 2004, alors qu'il était partant en retraite. Alors voilà, c'est exactement ça ce qui s'est passé. Parce que, c'est la question, pourquoi le général Toufiq Mdine, qui était un faiseur de président, un faiseur de tous les pouvoirs, qui était l'homme mystérieux, invisible, sans visage, c'était le fantomas de l'Algérie. C'était le dieu d'Alger. Il n'y a pas de photo de lui, il y en a une. Il y en a une. Donc, une seule photo de loin. Cet homme auquel on prêtait tant de pouvoir, il a compris, une fois que Bouteflika est arrivé au pouvoir et qu'il a achevé son mandat. Il ne faut jamais oublier la déclaration de Bouteflika à une télévision suisse à Genève, quand il a dit « Si les généraux peuvent me déloger, qu'ils viennent me chercher ». Déjà, il était dans la crânerie face à l'armée, face à ces généraux, et dans sa tête, il pensait justement à ceux qui étaient faiseurs de pouvoir. Gaïd Saleh n'était encore qu'un officier supérieur de second rang. Un officier supérieur de second rang. À partir du deuxième mandat, me dire qu'il est loin d'être un imbécile, Mdine plutôt comme dire, qui est loin d'être un imbécile, a bien compris que Chedli Benjdi, que Bouteflika allait entrer dans une phase d'élimination de ce qu'on appelle en Algérie les officiers janvieristes. Qui sont-ils? C'est Yamin Zarwal, c'est Khalid Nzar, c'est Ammari, c'est Mdine Toufiq, qui était à ce moment-là encore colonel. Donc, qui ont fait le coup d'État contre Chedli Benjdi et contre les urnes qui avaient amené le fils à la majorité quasiment absolue au premier tour des législatives de 1991. Voilà. Et à partir de là, ils sont entrés en lutte. C'est finalement Bouteflika et ses amis et les généraux qui l'ont soutenu. Parce que, et c'est là où je voulais dire que j'avais ma théorie sur Mdine pour la phase actuelle, c'est que Mdine a été un homme tout puissant pendant plus d'une décennie. Il n'a pas fait que des amis au sein de l'armée. Et aujourd'hui... Il a fait des obligés aussi. Il a fait des obligés, mais vous savez, s'il y a quelque chose, s'il y a des gens sur lesquels il ne faut pas compter, ce sont les obligés. C'est les obligés. Je vous le concède. Il faut se méfier. Donc, il faut pas... C'est pour ça j'ai un grand point d'interrogation sur la véritable capacité de nuisance ou de toxicité du général Toufiq à la retraite, Mdine. Il est là, il a ses amis. Bien sûr, il y a tous les généraux qui ont été mis, parce qu'on parle du général Mdine Toufiq en 2015, mais dans sa suite, pratiquement tous les chefs de région, tous les commandements de l'armée ont été dégommés, remplacés. Or, ceux qui sont là, ils ne vont pas se laisser déloger par ceux qui sont partis. Donc, il y a ce rapport très compliqué à l'intérieur de la structure militaire par les partants, les arrivants et les prétendants. Et entre les deux, il n'y a pas... Avant, il y avait une certaine homogénéité. Il ne faut jamais oublier que c'est une armée... Quand le système tient, il y a une homogénéité. Là, maintenant, ça se fissure, ça s'effrite, on va dire les choses telles qu'elles sont. Pour comprendre la mentalité de cette armée, il faut savoir comment ils ont liquidé Qasem Merbah, qui a été, à une certaine époque, l'homme tout-puissant du renseignement et de la sécurité militaire, qui a été Premier ministre. Ils ont complètement... Quand ils ont vu qu'il était devenu nuisible entre guillemets, parce que ça dépend où l'on se situe, ils l'ont explosé. Khalid Nzar, chef d'état-major, grand patron et grand dieu devant Allah en Algérie en 1992 jusqu'à 1994. Quand il a commencé à prendre trop de pouvoir, ce sont ses amis qui ont essayé de le dynamiter. Alors, et là, il y a une interrogation. Est-ce qu'on l'a raté ou est-ce que l'attentat a été un avertissement qui l'a poussé à se mettre lui-même à la retraite? Précisément, quand on voit Gaïd Saleh changer
carrément d'opinion de mardi à mardi, être être onctueux parfois, parfois être sans être convaincant, menaçant. Est-ce que c'est pas à l'intérieur quelque part, il sait que ces militaires, ces officiers supérieurs, ces généraux ne vont pas le suivre s'ils veulent. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a des fissures. C'est aujourd'hui. Il le sait. Vous savez, pardonnez-moi, une parenthèse, et je termine. Vous savez, on parle beaucoup du traumatisme algérien de la guerre civile. On dit le peuple algérien est traumatisé. Mais on oublie que l'armée aussi a été traumatisée. Oui. Quand vous voyez le cas de Yasmine Khadra, qui est devenu écrivain de talent, talentueux auteur de romans, c'était un officier de renseignement. Lui aussi est sorti traumatisé. Et c'est à son image qu'aujourd'hui, beaucoup dans l'armée existent. Ils n'ont pas envie de se retrouver face au peuple. Il faut tenir compte de cette dimension émotionnelle et psychologique. Non seulement ils n'ont pas envie, mais aujourd'hui, il y a les poursuites internationales qui n'existaient pas dans les années 90. Le traité de Rome instituant la Cour pénale internationale, il court à partir de 2002. Donc maintenant, s'il y a quelque chose, n'importe quel voyage, un procureur, en vertu de la responsabilité internationale, ce qu'on s'appelle la responsabilité, il pourrait interpeller. Donc ils n'ont pas envie aussi de se salir à ce point-là. Et une fois que ça tire, on sait plus, on sait quand ça commence, on sait pas. Puis on sait plus quand ça se termine, comment ça se termine. On sait plus quand ça se termine. Et pour revenir à Khaït Saleh, lui, il y pense à ça. Vous savez, il y pense. Il n'a pas envie de se retrouver comme aujourd'hui, vous avez vu, finalement, El-Béchir au Soudan, qui va faire face à ces accusations devant un tribunal soudanais. Mais il va faire face à ces accusations. Donc, lui, il souhaite quoi? Continuer à rester neutre vis-à-vis des manifestations. Donc, il a une hantise, c'est que les gens sortent par 10 millions, 20 millions pour lui dire, comme ce qu'ils ont fait à Bouteflika, dégage, ça c'est sa hantise. Il doit mobiliser l'armée fédérée autour de sa personne, et en plus, il doit trouver une issue dans laquelle l'intérêt de l'armée reste préservé, en même temps qu'il puisse satisfaire le peuple. Pour un homme de 80 ans, qui n'a pas vu venir les manifestations à peine 3 mois, ça me paraît beaucoup. Donc, ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il fait au jour le jour. Il adapte son discours. C'est pour ça qu'il y a des discours. Alors, il s'est passé quelque chose d'important le week-end dernier, et les jours qui ont suivi, les arrestations en masse de plusieurs hommes d'affaires. Alors, il y a eu Ali Haddad, ça fait 1 mois, ils l'ont pris à la frontière avec la Tunisie, mais il y a eu les frères Kouninef, voilà. Il y a eu Saad Rabrab. Voilà, donc il y a eu pas mal de personnes. Il y a eu limogeage en milieu de semaine du PDG de la Sonatrach. Du PDG de la Sonatrach, bon, il n'est pas poursuivi, mais moi je voudrais revenir à ceux qui sont poursuivis et en état d'arrestation actuellement, sur instigation de Gaït Salah, qui avait enjoint au juge de le faire et qui se félicite de la rapidité. Est-ce que c'est convaincant ça, ou alors simplement ce sont des... c'est une opération en main propre lancée par quelqu'un qui... On va laisser terminer, vous terminez parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, écoutez, ce qui se passe, on a mis en état d'arrestation Issa Darbarab, qui n'était pas le plus proche de Bouteflika, bien au contraire. Il a reproché pendant longtemps au système, notamment incarné aussi par Khaït Saleh, de le bloquer dans ses projets. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Algériens ne sont pas dupes? Ils voient bien, les Kouninef n'ont pas été interpellés, n'ont pas passé une nuit en cellule. Issa Darbarab est en arrestation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est réellement même Tléba aussi n'a pas été arrêté alors qu'il est le fils, l'ami du fils Gaït Saleh, comme on dit. Tléba. Oui, Tléba, oui, mais bon, Tléba, c'est une petite tête. Ce n'est pas un milliardaire de l'ampleur de Saad Rabrab. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? On continue, ce qui avait entamé à l'époque de Bouteflika, on continue à déboulonner certaines personnes. Donc, c'est une reconstitution des intérêts sur fond de manifestations. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a 10 à 20 millions d'Algériens qui sortent. C'est ces chiffres partout dans des villages, dans des villes, dans les grandes villes. Tous les vendredis. Qu'est-ce qui va les faire rentrer chez eux? Quand est-ce qu'ils vont rentrer chez eux? Les vieilles personnes, les malades et les nouveau-nés qui sortent pas. Voilà. Et qu'est-ce qui va les faire rentrer chez eux? Les vieilles personnes, comme Khaït Saleh. Il faut trouver une solution qui, à mon avis, est à l'extérieur de la Constitution. Ce n'est pas dans cette Constitution-là qui était bafouée en 2009. On a toujours dit. Voilà, qui était bafouée en 2009. Une phase d'inconstitutionnalité. On va passer par là. Alors, le mot de la fin pour vous, Naïm, il reste 1 minute 30. 1 minute. Alors, je vais être très rapide. Rien que je vais parler. Bon, c'est évidemment, personne n'est dupe sur ces arrestations, sur ces poursuites. C'est du menu frottin qui est donné en pâture à la population. Voilà. Elle n'est pas dupe, la population. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est le cas de Rebreb. C'est un Kabyle. Et jeudi, il y avait des manifestations en Kabylie contre son arrestation. Le peuple algérien a plutôt de la sympathie pour cette première puissance économique privée de l'Algérie, qui est Rebreb, on dit que c'est fait en dehors du système.
Très bien. C'était le mot de la fin. Je voulais vous poser aussi une question. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de braquer la Kabylie pour créer des Pour faire une problèmes? opposition. Alors, c'est la vieille recette. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils ont se mijoter. On en parlera très Mais peut-être qu'on en certainement parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Je voulais vous poser une question sur que devient le clan Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, mais bon, je vois que le temps passe. Donc le temps passe, c'est fini pour aujourd'hui. On rend l'antenne, c'est fini. Merci d'avoir été avec nous. Plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci.